Lors de vos études juridiques, dans vos recherches, dans les cours que vous suivez, dans vos rédactions, dans vos lectures, vous allez faire face à certains modes de raisonnement. Ils feront partie intégrante de votre vie juridique. En matière juridique, il existe plusieurs modes de raisonnement et il est important d'en connaître quelques-uns. Dans cette vidéo, nous allons parler du raisonnement a contrario, a fortiori, a pari et du syllogisme. Le raisonnement a contrario est le raisonnement contraire. Il consiste à faire référence à une situation contraire. C'est l'expression au contraire qui s'applique dans ce cas-là. La règle interprétée a contrario suppose de retenir l'inverse de ce que cette règle prévoit dès lors que les conditions de son application ne sont pas remplies. L'interprétation a contrario de la règle repose ainsi sur l'idée que tout ce qui n'est pas défendu est permis. Un exemple de raisonnement a contrario, lorsque le feu est vert, vous pouvez circuler. Mais a contrario, au feu rouge, vous devez vous arrêter. Un autre exemple a contrario, on dit qu'on ne peut déroger aux règles d'ordre public dans les conventions. A contrario, on peut déroger aux règles qui ne sont pas d'ordre public. Maintenant, parlons du raisonnement a fortiori. Le raisonnement a fortiori ou raisonnement à plus forte raison est celui qui dégage une vérité d'une autre vérité déjà admise avec plus de force, avec des arguments semblables, plus solides, plus nombreux que ceux qui légitiment la première. Il est donc utilisé lorsqu'on se trouve dans un cas, situation B, non explicitement prévu par la loi. On fait alors appel à une situation voisine, situation A, où une loi donne une solution afin de réaliser une interprétation de cette règle de droit. Comme exemple, a fortiori, il est interdit de blesser. A fortiori, il est interdit de tuer. Deuxième exemple, un hôtel interdit de séjourner avec un animal domestique. A fortiori, il est interdit de séjourner avec un animal sauvage. Pour le raisonnement à pari ou par analogie, on étend à ce que la loi a prévu pour une situation donnée à des situations semblables mais non prévues par la loi. On déduit donc l'inconnu du connu dès lors que des situations en cause se révèlent identiques. Par exemple, une règle interdit que l'on se promène torse nu en ville. À Paris, il est interdit de se promener entièrement nu en ville. Deuxième exemple, si un film est interdit aux adolescents de 16 ans, à Paris, il est interdit de le diffuser aux enfants. Le syllogisme est une opération permettant d'appliquer à une situation de fait la solution prévue par une règle de droit. En principe, il est composé d'une majeure qui est la règle de droit applicable, d'une mineure constituée par les faits constatés et qualifiés et d'une conclusion qui est la confrontation de la majeure et de la mineure qui permet de donner la solution juridique. Prenons un exemple déjà adressé dans une vidéo précédente. Maria rompt les fiançailles à la veille de son mariage. Si vous avez regardé la vidéo sur la responsabilité du fait personnel, donc sur la rupture abusive des fiançailles, vous savez déjà que cette personne a commis une faute, vu que cette rupture est abusive et que la rupture abusive est prise en compte. Maintenant, la majeure, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Article 1168 du Code civil. C'est donc la règle de droit applicable. La mineure, Maria, décide de ne se pas présenter à son mariage. Donc Maria rompt les fiançailles la veille et cause un dommage à son futur époux qui a dépensé pour planifier le mariage. Il s'est appauvri, etc. Donc ce sont les faits constatés et qualifiés. En conclusion, elle devra réparer le dommage causé par le paiement de dommages-intérêts. Là, on confronte la majeure et la mineure. La majeure, c'est la règle de droit, l'article
1168. La mineure, ce sont les faits constatés, c'est-à-dire on constate qu'elle ne s'est pas présentée au mariage, que le mariage n'a pas eu lieu, que son futur époux a dépensé, donc s'est appauvri, donc son patrimoine s'est appauvri, donc cela lui a causé des dommages. La conclusion, vu que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et vu que son futur époux a subi un dommage, en conclusion, Maria devra payer des dommages intérêts pour réparer les préjudices causés à son futur époux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ou encore en privé.